À plus de 4 heures d'avion de Pékin, les monts Tian Shan émergent à 6000 mètres d'altitude. Nous sommes au Xinjiang, l'extrême ouest chinois, musulman et turc, le pays des Ouïghours. À bord, uniquement des Chinois, des hommes d'affaires à qui Pékin réserve les plus gros contrats. Comme eux, nous nous rendons à Kashgar. Kashgar, la cité mythique de la route de la soie, une cité aujourd'hui dans l'œil du cyclone chinois. Plus rien à voir avec Marco Polo. Marchands de tapis et caravansérails ont été balayés par de modernes centres commerciaux. Et visiblement, les affaires marchent bien. Le 21e siècle parle définitivement chinois dans cette vieille ville turcophone. Istanbul a laissé place à Pékin. En général, il n'y a que des Chinois ici, pas d'Ouïghours. Nous, on vient du Shanxi. Ça fait 20 ans qu'on vit à Kashgar. Deux peuples, deux mondes qui ne se mélangent pas. Dans tout le Xinjiang, les Chinois sont presque aussi nombreux que les Ouïghours. 8 contre 9 millions. Et Kashgar ne déroge pas à cette règle. Les turcophones perdent un peu plus de terrain chaque année. Pour retrouver l'univers turc, nous nous rendons au grand marché de Kashgar. Un marché célèbre dans toute l'Asie centrale. Ici, rien n'a changé depuis des siècles. La Chine n'a pas réussi à s'imposer. Cherchez bien, parmi cette foule, vous n'y verrez pas un Chinois. Tous les dimanches, les bêtes continuent de changer de main selon des méthodes ancestrales. Pas de contrat, la parole donnée suffit. Une parole en ouïghour, évidemment. Les Ouïghours ne veulent pas vendre leurs bêtes aux Chinois. Ils sont obligés de payer un autre Ouïghour pour le faire à leur place. Arrête, qu'est-ce que tu dis là? Quoi? Vas-y, fais ton malin. Est-ce que tout va bien pour vous ici? Les affaires sont bonnes, tout va bien ici. C'est même mieux qu'avant. Nous constatons rapidement qu'on refuse de nous parler politique, encore moins de critiquer Pékin. Paranoïa ou peur justifiée? Nous allons tenter de comprendre le malaise qui s'est emparé de ce Far West chinois. Abdourahman, un agriculteur ouïghour qui vend des légumes sur le marché, accepte de nous inviter chez lui. Il vit à quelques kilomètres de Kashgar, dans un petit village de paysans. Abdourahman a 50 ans et 4 filles. La politique de l'enfant unique n'est pas de rigueur ici. Et les dérogations s'obtiennent assez facilement. Chez lui, le confort est rudimentaire et le salaire du paysan, quelques dizaines d'euros par mois, suffisent difficilement à nourrir toute la famille. Il n'y a pas de Chinois ici. Dans mon village, nous sommes 45 familles, que des Ouïghours. Les Chinois, eux, ils vivent de l'autre côté de la route, tout près des champs qu'ils louent à l'État chinois. Ses voisins chinois, Abdourahman les fréquente de temps en temps. Il accepte de nous présenter l'un d'entre eux. À peine 1 kilomètre sépare les deux villages, peu de Ouïghours entrent ici, tout simplement à cause de la barrière de la langue. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux? Hein, quoi? Je te comprends pas. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Une fourche? Dialogue de sourds. Pour se comprendre, les deux hommes ont besoin de notre traducteur. Le voisin d'Abdourahman, Xuli, vient du Sichuan. Il vit ici depuis une dizaine d'années avec sa femme. Et il a laissé ses 2 enfants dans sa province natale à des milliers de kilomètres d'ici. Il y a beaucoup de Chinois à Kashgar. Ils sont nombreux à posséder des terres.
Les travaux des Ouïghours ne sont pas difficiles, juste des tâches subalternes. Ils plantent un peu, mais ils ne savent pas travailler. Juste des choses simples, et en plus, ils ne travaillent que 5 heures par jour. Par exemple, ces murs-là, ce sont des Ouïghours qui les ont faits. Ça m'a coûté 1500 yuan, 150 €. Ils ont fait 100 mètres de mur pour moi. C'est tout ce que je peux leur demander. Quelques mètres plus loin, un champ de coton. Une quarantaine de femmes s'activent, elles sont ouïghours. Et elles ont toutes le même employeur, un Chinois. Cette terre appartient aux Chinois pour 10 ans. Et nous, on travaille pour eux. Mais vous n'avez plus rien? Non, ce n'est pas notre terre. Auparavant, toutes ces terres appartenaient aux Ouïghours. Aujourd'hui, ces femmes sont payées à la tâche, pas cher, à peine 5 centimes d'euros le kilo de coton ramassé. Elles n'en diront pas plus. La surveillante chinoise, ici avec le chapeau, ne les quitte pas des yeux. À qui appartiennent ces terres louées aux Chinois? Qui les distribue? À qui et pourquoi? Pour en savoir plus, il faut se rendre à Urumqi, la capitale du Xinjiang. Plus de 2 millions d'habitants, à 80% chinois, et partout en ville des hôtels de luxe, des chantiers par centaines. Urumqi, siège du Bingtuan, le bras armé et financier de Pékin créé il y a 50 ans pour contrôler le Xinjiang. L'organisme dépend directement des militaires. Tout le business de la région passe par lui. Alimentation, alcool, cosmétiques, mais aussi assurance ou finance. Les activités du Bingtuan semblent sans limite. Sun Ping travaille pour cet organisme un peu spécial. Dans les années 50, beaucoup de militaires sont venus d'autres provinces, jusqu'au Xinjiang. On leur a demandé de devenir fermiers et de participer à la reconstruction. Mon grand-père était militaire, mais maintenant mon père et moi, nous ne sommes plus militaires. Des fermiers soldats, comme à la pire époque de la révolution culturelle, quand Mao dirigeait la Chine. Permission exceptionnelle accordée à des étrangers, nous sommes invités à venir visiter le fleuron du Bingtuan, l'un des leaders mondiaux de la tomate, l'usine Chalkis Tomato. Comment cette usine du bout du monde est-elle devenue la reine du concentré de tomates? Évidemment chinoise, Lina Chen est l'une des responsables commerciales. C'est elle qui assure la visite guidée, et elle est fière de nous faire le tour du propriétaire. Elle nous fait d'abord rencontrer un de ses fermiers soldats. Quand on manque de main-d'œuvre, on en fait venir par camion. Comme lui, tous les paysans qui travaillent ici sont chinois. Tous obéissent au Bingtuan. Au Xinjiang, ils sont en tout 2 millions à dépendre comme eux de l'organisme militaro-financier. C'est une politique d'incitation de la part du Bingtuan. Il encourage les fermiers à s'installer ici. Ces tomates du Xinjiang finiront dans les assiettes africaines, russes ou même françaises et italiennes. Notre guide nous emmène ensuite dans le sein des saints de toute division agricole du Bingtuan. Une pièce qui fait office non seulement de salle de réunion, mais aussi de siège électoral du Parti communiste et de maison des soldats. Toute la vie d'un salarié du Bingtuan y est régie, comme le montrent ces petites étoiles, attribuées comme autant de bons points aux employés qui ne doivent jamais oublier qu'ils sont avant tout des militaires. Le Bingtuan a un rôle particulier. En temps normal, ses membres sont juste des paysans. Mais dès que la tension monte dans la région, ils redeviennent des soldats. Ils sont le soutien arrière de l'armée populaire. En fait, ils servent à dépanner l'armée à des moments précis. Les fermiers sont des soldats. Oui, les fermiers sont des soldats. Gare d'Urumqi, fin de matinée d'un jour de semaine comme les autres. Des centaines de migrants chinois attendent d'être embauchés pour la prochaine récolte du coton. La plupart n'ont même jamais mis les pieds au Xinjiang. On a voyagé jusqu'à Urumqi pour ramasser le coton.
En marche depuis des décennies, la colonisation chinoise de la province continue. Cette situation, les Ouïghours la supportent de plus en plus mal. Ils s'estiment exclus du miracle économique de leur propre région. Depuis le début de l'année 2008, certains ont eu recours à la violence. Une série d'attentats attribués aux Ouïghours ont fait une vingtaine de morts. Des attaques qui justifient aux yeux de Pékin de durcir encore un peu plus sa présence policière et militaire. Et pour une fois, sans le risque d'être montré du doigt par l'Occident, puisque l'ombre d'Al-Qaïda plane sur ces attaques. Au moins 2 attentats ont été revendiqués par des terroristes ouïghours proches du parti islamique du Turkestan oriental. La petite ville de Yamanyar a une trentaine de kilomètres à l'est de Kashgar. Pendant un mois, elle a été coupée du monde, interdiction d'y pénétrer. La police traque les islamistes depuis l'attentat du 12 août. Ce jour-là, 4 fonctionnaires étaient tués à l'arme blanche. Sur les murs, une campagne anti-musulmane dont la République populaire de Chine a le secret et qui rappelle à tous le danger du terrorisme et l'absolue nécessité de l'écraser. Parmi les victimes se trouvait le responsable des mosquées du secteur, tué pour avoir collaboré avec les communistes. Son successeur vient d'être nommé et nous tentons de le rencontrer. On finit par nous indiquer qu'il travaille à la mairie. Vous êtes journaliste? Non, des touristes. À peine entré dans son bureau, le piège se referme sur nous. Tout va très vite se compliquer. Sur le tableau, les imams du district. Une photo manque, peut-être celle de l'imam tué. Mais nous n'avons pas le temps de poser la question. Le secrétaire du Parti communiste de la ville a été prévenu de notre présence et il n'est pas content. Est-ce qu'ils ont filmé? Non, 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 non. Ils veulent juste rencontrer l'imam. Ce n'est pas possible. Ils doivent avoir une autorisation spéciale du département de la sécurité et être accompagnés. Ici, c'est une zone militaire. Eux, ils vont partir, toi tu vas rester ici. Tu habites Urumqi? Tu as de la famille là-bas? Un travail? Eux, ils vont rentrer dans leur pays, mais toi non. Je ne savais pas, je suis désolé. Alors ne t'amuse pas avec ça. Tu m'as compris? Ne prends pas ça à la légère. Ok? On a des endroits à visiter, mais pas ici. Quand ce sera ouvert ici, ils seront les bienvenus. Dis-le aux journalistes. Mais ce ne sont pas des journalistes. Ah oui, d'accord, des touristes. Notre caméra cachée continue de tourner, mais la menace est claire. Et c'est sous bonne escorte que nous rejoignons notre voiture. Partez par là, sans vous arrêter. Au prochain barrage, vous devez m'appeler. Compris? Sur le chemin du retour, la police, prévenue par les autorités de Yamanyar, nous interceptera et nous gardera au commissariat pendant 2 heures. Pas facile d'enquêter au Xinjiang, mais un chauffeur de taxi ouïghour va nous aider. Il accepte de nous emmener sur les lieux du plus grave des attentats de cet été, celui du 4 août. Le matin, un groupe de soldats chinois s'entraînait dans la rue. Ils faisaient leur jogging quand 2 jeunes Ouïghours sont arrivés au volant d'un camion volé. Ils ont foncé sur les soldats par derrière, juste devant la cour de la base militaire. Ensuite, ils ont jeté 2 grenades qui ont explosé. D'autres soldats sont arrivés pour secourir les blessés. Les 2 Ouïghours les ont attaqués avec leurs couteaux et les ont tués. L'un des Ouïghours avait encore des grenades sur lui et il voulait les lancer sur les Chinois. Mais l'une d'entre elles a explosé trop tôt et a arraché sa main. C'est pour cela que les Chinois ont réussi à les capturer. C'est ici qu'a eu lieu l'attentat. Là, juste là. Un carnage en pleine rue, 16 morts, 16 blessés. Un choc à la veille des JO. Quelques jours plus tard, 2 journalistes japonais qui tentent de prendre des photos sont arrêtés, frappés et expulsés par la police.
Aujourd'hui, la situation est plus calme. Nous nous rendons sur place dans l'espoir de rencontrer des témoins. Peut-être parmi les employés de l'hôtel qui fait face. Un hôtel de luxe spécialement construit pour les Chinois. Pour ne pas éveiller les soupçons, nous prétextons vouloir réserver une chambre, si possible, avec vue sur le lieu de l'attentat. Et est-ce que c'est sûr dans le quartier? Il y a eu des problèmes ici. Enfin, un peu plus loin. Mais rassurez-vous, c'est un endroit sûr. La sécurité a été renforcée dans tout le quartier. C'est la consigne. Officiellement, le calme est revenu. Mais si les auteurs de l'attaque ont été arrêtés, rien n'a été résolu. Bien au contraire. Les Ouïghours n'ont jamais autant été déterminés. Traduisez cette phrase-là. Moi aussi, j'en peux plus de ces injustices. Mais j'ai une famille à charge, des enfants. Si j'étais célibataire, je prendrais plus de risques. J'agirais, je m'en ficherais que la police m'arrête, me condamne à la prison à vie ou même me tue. Mais j'ai une famille. Vous savez, nous les Ouïghours, on a beaucoup de haine pour les Chinois à cause de toute cette pression qu'ils nous font subir en permanence. Cette haine est-elle justifiée? L'oppression est-elle si terrible? Les Ouïghours reprochent aux Chinois de vouloir détruire jusqu'à leur culture. En tout cas, la vieille ville existe toujours. Pékin en a même fait un musée vivant. Et comme dans tout musée, entrée payante. La caisse est tenue par des Ouïghours, mais où va l'argent? Dans les poches du gouvernement local, contrôlé par les Chinois. Depuis les attentats, les touristes se montrent bien discrets à Kashgar. Et la vieille ville, en ce mois de Ramadan, semble comme endormie. L'islam, justement, un sujet qui reste tabou ici. Encore une fois, nous cherchons à en savoir davantage. Nous nous approchons de l'unique école coranique de la ville, nous tournons en caméra cachée et nous cherchons à rencontrer le directeur de l'école. Bonjour. 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 Ce sont des Français, ils voudraient discuter avec vous de l'islam au Xinjiang. Vous n'avez rien à faire ici. Vous avez une autorisation de l'État? Non? Je vous le répète, vous n'avez rien à faire ici. Alors partez, je ne veux rien vous dire. Partez. On peut pas venir ici directement comme ça. Ok. Notre passage éclair n'échappe pas aux policiers, dans la voiture sombre à gauche, chargée de surveiller les allées et venues dans l'école coranique. Et c'est ainsi partout, pour toutes les mosquées, qui sont interdites d'accès aux moins de 18 ans, comme le rappelle ce panneau. En théorie du moins, comme nous l'explique le muezzin de l'une d'entre elles. La loi, il sait comment la contourner. Si des jeunes de moins de 18 ans entrent dans les mosquées, l'imam et le muezzin risquent une amende. C'est à nous de leur interdire d'entrer. Comment faites-vous pour les surveiller? Ce que je dis aux contrôleurs, c'est qu'avant la prière, je peux facilement empêcher les jeunes de venir. Mais une fois que je prie, ça m'est impossible de surveiller l'entrée car je suis de dos. Alors si des jeunes viennent, et même si je m'en rends compte, je ne vais tout de même pas stopper ma prière pour autant. En Chine, on n'a pas le droit de prier 5 fois par jour. On n'a pas le droit d'être un bon musulman. Malgré les menaces aux abords des mosquées, les fidèles ne cachent pas leurs convictions religieuses. Et par centaines, les musulmans attendent avec impatience la rupture du jeûne du Ramadan. L'appel à la prière se fait sans haut-parleur, le régime l'interdit. La prière terminée, la vie reprend son cours presque normalement dans la ville ouïghour. Personne ne prête attention à la télévision chinoise diffusée en pleine place centrale. Comme toujours depuis des siècles, les restaurants de rue s'activent une fois la nuit tombée. Les Ouïghours en oublieraient presque la présence chinoise.
Au beau milieu de la nuit, nous avons rendez-vous chez un professeur d'université ouïghour. Comme tous les fonctionnaires du pays, il lui est interdit d'être musulman. Il fait le ramadan en cachette. Après maintes hésitations, il accepte de nous parler face caméra. Mais le visage de l'universitaire devra être masqué. Dans les écoles, le midi, on donne à manger et à boire pour les étudiants et les enseignants. Ainsi, on vérifie s'ils suivent le ramadan ou pas. La pression politique s'intensifie en permanence. Comme il n'y a pas de liberté d'expression ici, la revendication risque de devenir de plus en plus forte. Donc, comme ça s'est passé à Kashgar ou ailleurs, certaines personnes vont choisir la violence et ainsi les Chinois pourront les traiter de terroristes. Les Ouïghours se sentent en danger. Ils craignent de disparaître à l'image des Mandchous et des Tibétains, devenus minoritaires à l'intérieur de leur propre région et transformés en prétexte folklorique. Un seul chiffre. En 1949, date de la prise de contrôle du Xinjiang par les troupes de Mao, les Chinois représentaient 6% de la population locale. Ils sont aujourd'hui plus de 40%. La province ouïghour tente de résister à la formidable pression chinoise. Mais pour encore combien de temps ?